Faut parler plus fort. Ah, alors il faut peut-être forcer le son. 13 personnes connectées. Il faut peut-être fermer la fenêtre. Donc nous allons attendre encore quelques minutes, pas longtemps. Peut-être que les dernières personnes puissent se connecter avec nous. Est-ce que je parle assez fort? Est-ce qu'on m'entend bien? Ou faut-il que je m'approche? Si l'un de vous peut nous répondre. Oui, quand vous parlez assez fort, c'est parfait. Parfait, donc on va essayer, alors si c'est possible d'y mettre, nous allons essayer de donner du coffre. Parce que c'est vrai que la pièce est assez vaste en réalité. On est un peu loin de l'écran et de la caméra. Donc on va essayer de forcer la voix. Bien entendu, à un moment donné, si vous ne nous entendez pas suffisamment, bien entendu, immédiatement, il faut nous le signaler, soit par le chat. Peut-être d'ailleurs, Mélissa, ce serait bien qu'on affiche le chat pour que vous puissiez le suivre aussi avec Maître Rubio. Donc vous n'hésiterez pas à nous dire, je profite de ce temps un peu d'attente des derniers inscrits. Il y a quand même, je crois, plus de 65 inscrits. Alors je ne sais pas finalement combien nous serons au final, mais donc le temps d'attendre un peu tout le monde. Vous dire que bien entendu, n'hésitez pas à utiliser le chat. Voilà, mais aussi, bien entendu, la parole est ouverte, donc n'hésitez pas aussi à lever la main, comme on dit maintenant, pour vous signaler toute prise de parole, et puis essayons de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible. Je crois que les uns et les autres, nous commençons tous à avoir un peu l'habitude, hein, j'ai envie de dire malheureusement, heureusement, on ne sait pas trop, mais en tout cas avoir l'habitude d'utiliser maintenant ces fonctionnalités. Donc lever la main, ne pas hésiter, et de toute façon prendre la parole autant que de besoin. C'est comme cela que nous imaginons le fonctionnement de notre CJS. Donc vous avez aujourd'hui, je pense qu'on va démarrer. Hein. Vous avez aujourd'hui donc plusieurs personnes dans la salle, donc rapidement, hein, donc l'équipe de l'AFB et l'équipe juridique de l'AFB, avec Emmanuel Rouillon-Petersen, que vous connaissez, que beaucoup d'entre vous connaissent, bien sûr, pareil pour Noël Mansouri, Mélissa Mamine également, et je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Maître Henri Guyot, donc docteur en droit, avocat associé donc de BRL Avocat, donc cabinet d'avocat qu'on connaît bien ici. Donc merci de votre présence et de votre participation. On a un ordre du jour assez chargé, donc et comme on s'est donné 1h30 maximum et que l'on va essayer de tenir les délais, moi je propose que nous démarrions tout de suite. Donc l'ordre du jour, et bien entendu, une précision quand même, bien entendu, nous enverrons à tous ceux d'entre vous qui êtes donc connectés, vous recevrez les slides, les diapositives qui sont projetées aujourd'hui. Alors peut-être on fait rapidement un tour de table sur les sujets de la fédération et ensuite nous passons la parole à Maître Guillaume. Noël, on vous explique. Sur l'égalité professionnelle, on voulait revenir avec vous sur le colloque du 4 mai 2021. Parce qu'effectivement, il y a un second colloque qui a été organisé par l'AFB le 4 mai. Donc après avoir abordé le thème du télétravail, ce colloque portait sur le thème de la mixité dans le secteur bancaire. Il était composé notamment de nombreux invités, dont le grand témoin qui était Nicole Nota, qui a partagé son point de vue multisectoriel et qui a présenté les enjeux de la mixité dans le monde du travail. La première table ronde consiste à faire un état des lieux sur les actions de la mixité dans le secteur bancaire, avec le partage notamment d'initiatives et de résultats des banques. Et la deuxième table ronde, elle, avait plutôt pour objectif de partir des constats présentés pour aborder la suite et présenter des possibles solutions comme les partenariats, pour proposer plus de candidates à certains métiers. Donc voilà pour ce colloque-là. Alors à savoir que les vidéos ont été mises en ligne sur le site internet AFB,
et le site extranet AFB. Voilà ce que je peux vous dire sur le colloque. Voilà, évidemment, si vous ne trouvez pas immédiatement, si vous voulez consulter ces colloques, ces tables rondes, n'hésitez pas à nous appeler ou nous envoyer des mails. On vous enverra directement le lien sur la page qui va bien. Ça vous facilitera la vie. Merci. Autre sujet? Tout à fait. Alors ensuite, sur l'égalité professionnelle, toujours pour vous informer qu'on a eu un GT paritaire le 26 mai. Au niveau des points qui ont été abordés, il y avait un point d'étape sur la diffusion des supports de sensibilisation sur les stéréotypes genrés. Donc qu'est-ce que c'est? On a mis en fait en place, on a mis en ligne plutôt une vidéo et une infographie animée sur le site internet et sur le site extranet AFB qui faisait partie des objectifs de notre accord égalité professionnelle. Et là, l'objectif était de faire un second point d'étape dans la mesure où on en avait fait un premier fin décembre 2020 dans le cadre toujours de ce groupe de travail. Ce qui ressort de ce point d'étape qui s'est fait par le biais d'un questionnaire qui a été adressé notamment à tous les adhérents et également aux organisations syndicales, c'est qu'on est passé au niveau du nombre de vues YouTube de 559 à fin décembre 2020 à 6075 vues. Donc voilà, on a eu des retours dans le cadre de ce questionnaire de 49 établissements. Donc c'est plutôt un bon score. 49 établissements qui couvrent un effectif de plus de 80%. Voilà, de plus de 80%. Donc c'est 80% des effectifs du secteur. C'est ça qui est important à retenir aussi. Peut-être rapidement quelques mots sur l'index. Alors sur évidemment, l'index, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour intervenir. Tout à fait. Donc sur l'index, nous avons Barbara Giquel de la cellule statistique qui a présenté les résultats qui ne sont pas définitifs, qui sont provisoires de l'index sur l'année 2021. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau des points, on a une moyenne de 86,9 points pour l'exercice 2020. On peut comparer, à titre comparatif, en 2018, sur 100 points, on en était à 84,4. Donc voilà, il y a 94% des banques qui ont un score d'au moins 75 points. Ce qu'on peut également mettre en exergue, c'est que, donc pour rappel, l'index, c'était 5 indicateurs clés, dont celui qui est le plus comment dirais-je, le plus connu, l'indicateur 5 sur les 10 plus hautes rémunérations. Là, par contre, c'est un item qui est assez difficile à interpréter au niveau au regard de la méthode de calcul et des métiers concernés par ce type de rémunération. Et sur les effectifs concernés, on a noté que 84% ont eu 0 point, mais 11% ont eu 5 points et 5% ont eu les 10 points. Pour les autres indicateurs, c'est beaucoup mieux. On a sur l'indicateur 1, 96% des banques qui ont un écart de rémunération femmes-hommes inférieur à 5%. C'est une hausse de 7% par rapport à l'exercice 2019. Pour l'indicateur 2, on a 97% des salariés du secteur qui ont un écart du taux d'augmentation inférieur ou égal à 2 points, soit un résultat identique à l'exercice 2019. Pour l'indicateur 3, on a 99,5% des salariés du secteur qui ont un écart des taux de promotion inférieur ou égal à 2 points, soit une hausse de 0,5 points par rapport à l'exercice 2019. Et enfin, pour l'indicateur 4, on a 100% des salariés du secteur qui ont bénéficié d'une augmentation au retour du congé maternité. Donc voilà, donc ça c'est, comme je disais, des résultats qui sont provisoires. Et Barbara Giquel présentera les résultats définitifs. Normalement, il n'y aura pas trop d'écart, mais il nous les présentera dans le cadre d'un prochain GT lors du second semestre. Enfin, ce que je peux vous dire également, c'est qu'on a un GT paritaire qui est prévu le 28 juin, qui sera consacré uniquement au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Parce que pour rappel, on a une législation qui prévoit qu'au niveau de la branche, on doit négocier un accord pour mettre en place des actions sur le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Et là, l'idée, c'est de renforcer la partie agissement sexiste
et de mettre en place des outils, un peu comme ce qui a été fait pour les agissements, précédemment sur les stéréotypes. Et donc, on verrait bien une vidéo sur motion design et un autre outil, alors pourquoi pas encore une infographie animée ou autre. Alors, merci Noël. Alors, certains d'entre vous participent à ce groupe de travail. Évidemment, ceux qui voudraient nous rejoindre ou être informés plus précisément et en flux plus tendu sur ces questions-là, n'hésitez pas à nous le dire. Moi, ce que je retiens juste sur l'index, la moyenne nationale était 84 points sur 100. Nous, au 85, presque 85, nous, à quasi 87 points, nous sommes donc plutôt exemplaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. On l'a vu avec le 5e indicateur, le critère où il faut véritablement que l'on s'en préoccupe. Mais ne cachons pas quand même une certaine satisfaction à voir que, pour le coup, le secteur bancaire, là, est plutôt locomotive. Alors, qualité de vie au travail? Alors, sur la qualité de vie au travail, ce qu'on peut vous dire, c'est que la négociation est en cours. On a eu jusqu'ici 2 réunions de négociation, les 28 avril et le 27 mai. La prochaine réunion de négociation aura lieu le 8 juillet. Et dans ce cadre-là, donc on a déjà présenté un projet de texte qui comprend notamment, alors ça on l'avait déjà évoqué dans la réunion précédente du CJS, donc une partie sur sensibiliser l'ensemble des acteurs avec leur rôle, comment s'adapter en expérimentant, comment prévenir avec notamment la formation des managers, prévenir sur le stress, les RTS, pérenniser les mesures sur l'égalité professionnelle ou encore concilier vie pro, vie privée avec le droit à la déconnexion, de l'articulation des temps de vie et enfin un dernier chapitre sur partager innovation et bonnes pratiques. Donc on met en exergue les bonnes pratiques et on met également en avant le fait de capitaliser sur l'expérience. Alors, je pense qu'il faut préciser, pour être bien clair, hein, que bien entendu, beaucoup d'entreprises, parmi les vôtres, évidemment, ont déjà des accords sur la QVT, pas forcément toutes. L'idée, bien sûr, deux remarques, hein, l'idée, bien sûr, c'est d'inciter, pour ceux qui n'auraient pas encore d'accord, de donner une sorte de cap, mais bien entendu, c'est le deuxième point, rien d'obligatoire, bien entendu, dans l'accord de branche. Et enfin, sur le télétravail, je crois que vous attendez tous. Alors, pour le coup, on a commencé la négociation uniquement vendredi. Donc, à ce stade, il était uniquement question d'écouter les attentes et les revendications des organisations syndicales. Hein. Donc, on n'en est pas du tout encore à l'étape de présenter un texte. On a 2 autres réunions de négociation qui sont prévues le 1er juillet et le 9 juillet. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que parmi les attentes des OS, on retrouve notamment des demandes sur une partie sur la mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Il y a eu aussi des questions sur le lieu de travail. Et ce qu'on peut aussi noter, c'est que les 2 syndicats notamment qui ont mis en exergue le fait que le télétravail ne doit pas s'appliquer à 100%. Il faut impérativement qu'il y ait du présentiel avec un contexte particulier qui fait qu'on a un ANI qui est très complet en réalité, et puis il y a aussi des entreprises parmi les vôtres qui ont déjà leur accord ou qui sont en train de renégocier ou qui sont en train de négocier leur accord, et donc on a une temporalité qui s'inscrit évidemment par rapport au calendrier qui est celui de nos adhérents que vous êtes. Hein, l'idée, c'est d'être dans votre foulée et de ne pas venir risquer de percuter quoi que ce soit dans vos propres négociations. Voilà pourquoi cette négociation télétravail qui était demandée par les OS depuis de nombreux mois déjà, on a eu l'occasion d'en parler, je pense, je crois me souvenir lors du précédent CJS. Donc voilà, on a temporisé volontairement pour laisser aussi évidemment la négociation dans vos entreprises. Tu peux envoyer un mail à Katialine que c'est bon, on n'a plus besoin d'elle. C'est bon, on n'a pas besoin. De toute façon, elle ne m'a pas répondu. Alors.
Okay. Alors, le point suivant, c'est... merci Noël. Le point suivant, Emmanuel. Oui, très rapidement, pour respecter le timing. Donc, c'était pour également évoquer avec vous la renégociation de notre accord de branche sur le parcours professionnel des représentants du personnel. C'est un accord de branche que nous avions signé en 2016. Il est arrivé à échéance à la fin de l'année 2020. Et l'idée, c'est de mettre à jour les dispositions et d'enrichir les dispositions prises depuis 2016. Bien évidemment, tout ça, c'est dans un cadre supplétif, c'est-à-dire que l'accord de branche, s'il venait à être signé, il serait supplétif par rapport aux différents accords d'entreprise qui existent sur le sujet. Dans les mesures mises en place depuis 2016 qu'on souhaite reconduire, il y a notamment un projet de première session avec l'Université Dauphine, une première session pour nos porteurs de mandat, vos porteurs de mandat nationaux, qu'on ouvrirait à la fin de l'année. C'est un parcours certifiant avec Dauphine autour de la culture économique et sociale spécifique bancaire de vos porteurs de mandats nationaux. Voilà. On ouvre une première session de 10 à 15 candidats pour la fin d'année. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore exprimé leur souhait ou qui ont des questions sur cette formation précise, n'hésitez pas à me contacter. Oui, merci Emmanuel. J'insiste sur ce programme parce que dans une période qui peut être un peu agitée en termes de dialogue social, de sortie de crise, on va en parler, dans une période telle que celle-là, ce programme peut prendre tout son sens, c'est-à-dire la formation des IRP, de vos représentants du personnel, peut être aussi un élément très, j'ai envie de dire, positif dans ce type de situation où on sait qu'il peut y avoir des contextes un petit peu tendus. Et là, pour le coup, c'est quelque chose de très positif. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous voulez vous renseigner, si vous voulez venir vers Emmanuel, si vous voulez en savoir plus sur ce dispositif. Sur l'assurance chômage, alors vraiment très vite, réforme des retraites. Bon, vous le savez, la situation financière du régime Agirc-Arrco est totalement dégradée. On devait retrouver l'équilibre cette année, finalement, vu les circonstances. On est à un déficit de 6 milliards d'euros. En début de crise, il n'y a pas tout à fait un an, tout le monde craignait 8 milliards. Alors on se dit 6 milliards plutôt que 8, c'est quand même mieux, mais ça reste quand même 6 milliards de déficit. Ça pose un vrai problème. La trajectoire financière qui était prévue par les accords, eh bien, n'est plus du tout respectée, bien sûr. Alors, pour mémoire, il y avait, entre autres garanties, le fait d'avoir 6 mois de réserve permanente pendant les 15 prochaines années. Tout ça est complètement maintenant gommé, c'est plus respecté. Du coup, la question de cette réforme et de son articulation éventuelle avec la réforme des retraites, d'ailleurs, on pourrait rajouter son articulation aussi avec ce qui a été annoncé en termes de réforme sur l'autonomie des personnes âgées, des grands âges. Tout cela, évidemment, revient sur le devant de la scène. Il y a plusieurs pistes. Celle la plus couramment discutée aujourd'hui, mais je pense que vous le savez, c'est la piste qui consisterait en fait à sous-indexer de façon temporaire les pensions. Voilà, avec tous les scénarios possibles, une sous-indexation qui pourrait durer quand même 2 à 3 ans, mais sur un schéma tel que celui-là, qui pourrait convenir au moment où on se parle, qui pourrait convenir au MEDEF, donc, et qui est poussé par le MEDEF en réalité, pourrait convenir aussi à la CFDT, mais sous réserve de mesures sociales qui resteraient à déterminer. Donc soyons vigilants. Voilà. La ligne rouge, évidemment, pour le MEDEF, c'est pas d'augmentation du travail, pas d'augmentation des cotisations. Et les négociations vont s'ouvrir normalement avant la fin du mois. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Un mot sur le CEE et rapidement, peut-être sur le partenariat CNAF, si on a encore le temps, je ne suis pas sûr. Le CEE. Sinon, juste pour vous dire qu'on a mis de toute façon une information sur le site extranet. Donc on a signé, l'AFBF a signé une convention école-éducation avec le rectorat de Versailles. Je vous invite à aller sur le site
extranet d'Internet. Et pareil pour le partenariat CNAF, j'ai mis une information, donc c'est pour lutter ensemble contre les violences conjugales, sur le site extranet AFD. Au regard évidemment de la gestion des conjoints, quand il y en a, évidemment, des conjoints en cas de séparation du couple ou de la famille. Mais voilà, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous dire. On pourra vous présenter plus en détail ces deux programmes. Maître Guyot, on a respecté presque tout à fait le temps. Et donc, c'est maintenant, on vous passe la parole sur cette actualité chargée. Je vous remercie beaucoup, Olivier. Merci de votre accueil et merci de l'accueil régulier dans vos locaux et notamment au sein de CJS. Alors, comme vous l'avez dit, on a effectivement une actualité chargée avec différents points. On va traiter de la sortie de crise puisque nous sommes le 15 juin et qu'une grande échéance était le 9 juin et qu'on a un horizon au 1er juillet qui se dégage. On va traiter également, on va parler de la question de la prime Macron. On va également parler du projet de loi climat et résilience qui est en cours de discussion. On va parler du projet de loi Rixin, égalité professionnelle. Et enfin, du projet de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Vous verrez que dans la présentation, on vous a prévu un petit calendrier pour vous expliquer quelles sont les étapes de ces différents projets de loi, de sorte à ce que vous puissiez les suivre. Très concrètement, sur les 3 projets de loi dont on va discuter, ils ont tous été vus par l'Assemblée nationale et on est dans ce qu'on appelle la navette parlementaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les projets de loi sont devant le Sénat pour discussion. Et si on a le temps, en fin de session, on pourra faire, après le détour par le Parlement français, on pourra faire un petit détour par les institutions européennes avec un premier projet de directive sur le salaire minimum adéquat et un deuxième projet de directive sur la transparence salariale qui, vous le verrez, ne sera pas sans incidence, notamment si on envisage ou si on évoque les éventuels contentieux en justification d'égalité de traitement ou non-discrimination quand la directive sera transposée. Pour commencer, on va parler de l'actualité immédiate et de la question de la crise, de la sortie de crise sanitaire avec l'assouplissement du protocole sanitaire qui est applicable en entreprise depuis le 9 juin 2021. On essaie de regrouper un petit peu tous les items sur un même visuel ou sur une même slide. On a six points qui sont particulièrement importants. Le premier élément, c'est la question du télétravail, puisque vous savez, dans le cadre du protocole sanitaire qui a été adopté en mars 2020, ordre avait été donné à tous les salariés dont l'activité était télétravaillable de bien vouloir se placer en situation de télétravail pour pouvoir réaliser leur mission. La levée des restrictions liées au protocole sanitaire depuis le 9 mai 2021 marque un terme à l'injonction permanente de télétravail. Il n'en demeure pas moins que s'il est mis un terme à l'injonction permanente de recourir au télétravail, le télétravail va encore être une modalité d'exécution du contrat de travail et il est demandé à l'employeur de fixer, alors le protocole sanitaire nous dit dans le cadre d'un dialogue social de proximité, donc comprendre avec les institutions représentatives du personnel et notamment ou éventuellement le CSE, il est donc demandé avec le CSE de fixer un nombre minimal de jours de télétravail pour les activités qui le permettent. Alors, première question juridique sur laquelle on a été interrogé par nos clients, c'est de savoir est-ce que si dans mon accord télétravail classique, hors période de crise sanitaire, je prévois un nombre de jours minimum de télétravail, est-ce que c'est une obligation, est-ce que c'est une disposition qui est suffisante pour répondre à mon obligation? Et là, la réponse qu'on peut faire, c'est effectivement oui, on n'a pas un nombre minimum de jours qui est fixé, il est à déterminer dans l'entreprise. Donc déjà, si le dialogue social a permis de dégager un consensus sur un nombre de jours minimum de télétravail, appliquons-le. Par contre, il n'en demeure pas moins que, étant donné que le protocole sanitaire nous impose, ou en tout cas nous suggère avec insistance, de définir ce nombre de jours minimum de télétravail en coordination avec les partenaires sociaux, à tout le moins et comme à chaque étape de déconfinement,
il y a lieu de consulter le CSE et donc de rappeler qu'il y a un nombre minimum de jours de télétravail qui est fixé. Ce nombre de jours est fixé par un accord générique qui s'applique et on va donc l'appliquer pleinement. On peut envisager, quand bien même vous auriez un accord qui prévoirait une limite basse, exemple, j'ai une journée de télétravail par semaine, de relever le niveau du nombre de jours de télétravail, ce qui justifie a fortiori la consultation du CSE et on maintiendra le régime des circonstances exceptionnelles le temps de la dérogation à l'accord collectif qui s'applique à l'entreprise. Deuxième mesure, c'est la question des réunions en présentiel. Vous le voyez sur la caméra, on a la chance de pouvoir être réunis physiquement à 6 dans une même pièce et les réunions en présentiel ne sont plus interdites. Elles sont simplement encadrées. Et les garanties qui doivent être offertes pour pouvoir respecter et pouvoir organiser des réunions en présentiel, c'est le respect des gestes barrières. C'est pour ça que vous nous voyez éloignés les uns des autres, tous masqués dans la même pièce et qu'avant de prendre la parole, on avait les fenêtres ouvertes de sorte à renouveler l'air. Donc ces gestes barrières doivent s'appliquer dès lors qu'on organise des réunions en présentiel. Troisième élément, l'employeur peut mettre à disposition des salariés des autotests. Alors là encore, on a été assez souvent consulté sur la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas que de mettre à disposition de nos salariés des autotests. Alors, deux réflexes. Le premier réflexe, qui est le réflexe spontané, qui est de dire que plus on va mettre à disposition de moyens de prévention et de détection, plus vite on va permettre de limiter l'impact de la crise. Et inversement, il a pu être dit certaines fois que les autotests correspondent quand même à un geste précis ou un geste délicat et on peut se blesser ou on peut être en difficulté pour le faire. Le conseil, et c'est pas une obligation. Et alors déjà c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation et on a ce point de maniement du geste. Le point qu'on peut peut-être envisager dans le cadre notamment de la consultation avec le CSE, on pourrait envisager d'associer soit les infirmiers, soit les sauveteurs secouristes qui auraient eu une formation sur le geste pour pouvoir utiliser l'autotest, de leur proposer soit de former leurs collègues avant qu'ils réalisent eux-mêmes l'autotest, soit de leur proposer de le faire. Dans la même lignée et dans les mesures qui sont directement liées à la réduction immédiate de la crise, on a la possibilité de vaccination au sein des services de santé au travail. Là encore, je vais reprendre l'obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation à double titre. Ce n'est pas une obligation pour l'employeur que de mettre en place un dispositif de vaccination et ce n'est pas une obligation pour le salarié que d'être vacciné pour pouvoir bénéficier, pour pouvoir travailler ou pour pouvoir rentrer dans les locaux de l'entreprise. Pour l'anecdote, juste avant de venir, j'ai été consulté par une université qui me demandait est-ce que je peux imposer une vaccination à mes étudiants en Master 2 pour pouvoir maintenir des cours à 24 dans une même salle. La réponse est évidemment non, on ne peut pas imposer une vaccination. Cinquième élément, c'est la question des restaurants d'entreprise, où fini le sandwich, fini le casse-croûte au bord de l'écran. On va revenir à une application du Code du travail avec la pause prise dans la salle dédiée à cet effet. Par contre, on va toujours avoir, au même titre que pour les réunions, des mesures de limitation de l'accès au restaurant, avec une jauge à 50%, une limitation à 6 personnes par groupe en même temps en train de déjeuner, et le respect d'un écart de 2 mètres entre les tables, et non pas entre les chaises. On doit avoir 2 mètres entre les tables des participants, ce qui fait qu'on a au moins 1 mètre entre les chaises de chacun des participants. Et parce qu'après tout ce travail, il faut bien se détendre un petit peu, on a des moments de convivialité qui sont prévus. Alors, on va voir, il y a un régime qui est prévu, mais en fait, il y a 3 régimes. Il y a le régime Roland-Garros, vous avez des dérogations le soir, mais là, c'est passé, ça ne vous concerne pas. Il y a le régime Euro de foot, où vous l'avez entendu ce matin, il n'y aura aucune dérogation ce soir sur le couvre-feu à 23 h, pensez-y. Et il y a le 3e point qui est le protocole sanitaire en entreprise, où là, pour le coup, les moments de convivialité, on peut les envisager
avec une jauge maximum de 25 personnes et le respect évident des gestes barrières. À ce titre-là, un conseil basé sur un exemple, un moment de convivialité, à mon sens, on devrait éviter certainement la consommation, c'est-à-dire boire un verre ou manger un morceau. On peut avoir des moments de convivialité sans le faire, et c'est mieux. Je vous donne un exemple. Une cliente a organisé, alors c'était le précédent déconfinement au mois de juillet dernier, elle a organisé pour le 14 juillet un petit moment de convivialité avec 49 personnes qui étaient présentes dans les locaux. C'est un laboratoire pharmaceutique. Sur les 49 personnes présentes dans les locaux le jour du moment de convivialité, 29 ont été testées positives la semaine suivante. Parce que tout le monde a posé le masque, tout le monde a mangé, a bu, s'est échangé, etc., dans un espace clos. Donc, moment de convivialité, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Un, on a cette jauge de 25 personnes, et deux, elles ne peuvent s'envisager que dans le respect des gestes barrières. Et à mon sens, il est prudent de maintenir le masque. Mais c'est un laboratoire pharmaceutique. Mais c'est un laboratoire. Donc, ils avaient accès au vaccin. Et en plus, ils avaient... Je plaisante. Juste un mot sur la jurisprudence ticket restaurant. Alors, un mot sur la jurisprudence ticket restaurant. Je pense que vous en avez tous entendu parler. On a eu 2 décisions qui ont été rendues. On a une première décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Paris, et on a une deuxième décision qui a été rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre. Exactement. Et c'est dans l'ordre. D'abord Nanterre, ensuite Paris. D'abord Paris, ensuite Nanterre, je crois. De mémoire, mais je peux... Voilà, peu importe. Enfin, c'est dans 2 sens. En tout cas, ils ne disent pas la même chose. En tout cas, alors, ils ne disent pas la même chose parce que, on va dire que dans la conclusion, ils ne disent pas la même chose. Dans la conclusion, il y a un employeur qui est condamné à verser des tickets restaurants, et dans l'autre, on a un employeur qui est dispensé de l'allocation à des tickets restaurants. Pour autant, on est sur 2 situations différentes. Et j'ai essayé d'expliquer dans une contribution pour la semaine juridique quelles étaient les 2 différences sur les deux décisions qui finalement disent la même chose, mais l'appliquent de la même façon, mais donnent 2 solutions différentes parce qu'on est sur 2 points de départ différents. Le principe, c'est quoi? Le principe, c'est qu'on a un devoir, en tant qu'employeur, d'assurer une égalité de traitement entre les salariés présents dans les locaux de l'entreprise et les salariés qui exercent en situation de télétravail. Dit autrement, je ne peux pas supprimer les tickets restaurants du seul fait que mes collaborateurs sont en situation de télétravail. Et ça, c'est la première décision dans laquelle l'employeur avait dit, vous partez en télétravail, je supprime les tickets resto. Et je supprime les tickets restaurants. Pourquoi? Parce que, l'utilisation des tickets restaurants, c'est un décret qui le prévoit et elle est strictement limitée à un montant, à des dépenses qui peuvent être réalisées pour des denrées données, etc., etc. Donc, quand on est à la maison, on n'a pas besoin d'utiliser un ticket restaurant, un titre restaurant, et on peut se restaurer par ses propres moyens. Et deuxième décision, la deuxième décision vient de nous dire qu'on avait un restaurant d'entreprise. Le restaurant d'entreprise était fermé pour tout le monde. Et l'employeur a mis à la seule disposition des salariés qui étaient privés du restaurant d'entreprise des tickets resto. Donc la différence, c'est que dans un cas, tout le monde était dans la même situation et les salariés en situation de télétravail ont été privés d'un droit que les autres avaient, alors que dans la deuxième jurisprudence, on a des salariés qui, parce qu'ils n'étaient pas en capacité de bénéficier d'un droit qui leur était normalement servi par l'employeur, avaient une compensation, mais ceux qui étaient à la maison ne pouvaient pas bénéficier du restaurant d'entreprise par définition, donc ils n'avaient pas lieu à être privés de ça, privés de ce droit. Les deux synthèses, enfin les 2 éléments qu'on peut tirer de ces décisions, c'est quoi? C'est que, et en tout cas pour toutes les entreprises et pour tous les adhérents qui sont en train de renégocier les dispositifs de télétravail, il faut penser à avoir un dispositif sur les circonstances exceptionnelles. Très souvent, on fait des accords relatifs au télétravail dans lesquels vous avez 10 pages sur le télétravail en situation normale et une demi-ligne sur le télétravail en circonstances exceptionnelles en disant regardez L1222-11 du Code du travail, ça vous suffira ou ça vous permettra de répondre à vos obligations. Et ça, je peux l'entendre quand on est sur un télétravail ponctuel lié à une grève. On a une absence de transport public pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on est à la maison.
ça pose moins de difficultés. Là, le caractère exceptionnel vient de la durée de la crise aussi. Mais cette durée de la crise, elle s'est produite. On peut tout à fait imaginer qu'un jour, elle se reproduise. Et donc, n'hésitez pas, dans le cadre de vos accords, à prévoir ces dispositions. Et, a fortiori, il faut penser à prévoir véritablement cette égalité de traitement entre les salariés dans les locaux de l'entreprise et les salariés en situation de télétravail. On a une question dans le chat sur les moments de convivialité. Oui. On nous pose la question suivante. Pour les moments de convivialité organisés par l'employeur en dehors des locaux de l'entreprise, la jauge de 25 personnes est-elle applicable? Alors oui, la réponse est oui. Que ce soit dans les locaux de l'entreprise ou en dehors des locaux de l'entreprise, c'est pas parce que je vais réserver l'accord Arena pour recevoir mes collaborateurs que les dispositions seront plus applicables. Les dispositions s'appliquent parce que c'est moi en tant qu'employeur qui organise l'événement. C'est moi en tant qu'employeur qui décide de mettre des personnes dans un même lieu et de façon sibylline ou entre les lignes. Et c'est moi qui engage ma responsabilité si je mets les personnes dans un même lieu et qu'on a un cluster qui pourrait se détecter. Donc le fait d'être dans un lieu extérieur ne limite pas les dispositions. C'est un petit peu la même chose que quand on va dire, je ne sais pas moi, organisons un déjeuner d'équipe au restaurant, on est 15 dans l'équipe, on ne pourra pas être 15 à la même table. Il faudra qu'on ait 2 tables de 6 et une table de 3. Et il faudra qu'on répartisse et qu'on respecte les règles. Donc voilà les premiers points sur la question des assouplissements du protocole sanitaire en entreprise. On peut peut-être passer au-delà de l'assouplissement du protocole sanitaire à défaut de questions supplémentaires. Je vous propose d'aller sur le slide suivant sur la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. On avait des dispositifs d'urgence qui devaient cesser d'être applicables. Le législateur vient reporter le terme de ces dispositifs d'urgence au 30 septembre 2021. Première mesure, et c'est une mesure qui, si elle était applicable dès 2020, n'a pas été beaucoup sollicitée, en tout cas par certaines entreprises, n'a pas été beaucoup sollicitée, mais qui continue de pouvoir être appliquée jusqu'au 30 septembre, c'est le fait d'imposer 8 jours de congé. C'est un dispositif qui n'est pas inintéressant pour l'employeur, dans la mesure où on a vu certains salariés cumuler des jours de congé et arriver au terme de la période d'utilisation de leur congé payé avec des banques de congés payés relativement importantes. C'est la même chose pour la prise des jours de repos, où là encore, du fait de la crise Covid, de la crise sanitaire liée à la Covid, certains salariés n'ont pas utilisé leurs jours de repos, et là encore, l'employeur va pouvoir imposer la prise de ces jours de repos. Et enfin, alors ça c'est plus anecdotique, on l'a mentionné pour information, c'est la possibilité de prolonger certains contrats courts, CDD et CDT, jusqu'au 30 septembre 2020. On a une question dans le chat. À partir de quand les formations sont-elles autorisées en présentiel? Les formations sont réalisables en présentiel dès maintenant. Par exemple, nous au cabinet, on en a fait la semaine dernière, sous réserve d'une chose, si on remonte sur les slides d'avant, c'est le fait de faire une réunion avec un nombre limité de personnes dans le respect des gestes barrières et dans le respect des mesures qui s'appliquent pendant la période sanitaire, avec l'utilisation du gel, etc. À ce titre-là, je pense que ça peut peut-être intéresser vos adhérents. On a été, nous, démarchés par une entreprise pour justement faire ces réunions en présentiel, qui vend des purificateurs d'air qui permettent de nettoyer l'air et traiter toute l'air d'une pièce en 30 minutes. Et ça peut être très intéressant. Je vous propose, toujours dans la question de la sortie de crise sanitaire, on a 4 autres dispositions qui ont été reportées. Il y a les règles relatives au prêt de main-d'œuvre, où on va faciliter le prêt de main-d'œuvre. Alors, prêt de main-d'œuvre à titre gratuit entre 2 structures, de façon à faciliter les entreprises qui, pour celles qui auraient des besoins supplémentaires de main-d'œuvre du fait d'une suractivité, et à l'inverse, celles qui, du fait de la crise, ont un volume d'activité en décroissance.
rappel, si besoin était, quand on dit prêt de main-d'œuvre à titre gratuit, ça veut dire que l'entreprise prêteuse ne va facturer à l'entreprise utilisatrice que les salaires, les charges et les frais professionnels. Et accessoirement soumis à TVA. Facturation soumise à TVA. Deuxième possibilité, c'est la possibilité de maintenir les réunions de CSE à distance. Alors, je ne sais pas si ça a été dans vos entreprises un gros point de débat. En tout cas, je sais que dans certaines entreprises, ça a été un véritable point d'achoppement entre les représentants et leur direction, parce que le CSE en présentiel, on a une espèce de rituel qui apparaît. Alors, ça peut justifier une nuit d'hôtel, ça peut justifier un déplacement, mais surtout il y a le rituel, le fait de se retrouver tous ensemble et de pouvoir échanger. Un des acquis de la crise a été l'utilisation de la visioconférence pour pouvoir tenir les réunions de CSE. Alors, vous le saviez, avant, on avait la possibilité d'imposer jusqu'à 3 réunions par an dans le cadre des dispositions négociées avec les partenaires sociaux. Et là, on a maintenu cette possibilité de sorte à préserver les uns et les autres, parce qu'il ne faudrait pas que les représentants du personnel se contaminent en faisant un déplacement pour assister à une réunion de CSE. Et parce que ça permet à tous de donner un petit peu de concret à l'obligation de télétravail. Donc on maintient cette possibilité et on peut toujours continuer de les imposer. Un point de vigilance tout de même, et c'est un point qui a son importance quand on organise une réunion à distance, c'est sur toutes les réunions dans lesquelles un vote à bulletin secret doit être réalisé, ou doit être procédé à un vote à bulletin secret. Et je pense notamment lorsqu'il est question d'obtenir, de consulter le CSE sur un projet de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un collaborateur, ou lorsqu'il est question d'une procédure de rupture unilatérale comme un licenciement. Sur le vote à bulletin secret, on ne peut pas l'organiser avec une visioconférence, vote à main levée, tout le monde lève la main pour le dire. Il faut que vous ayez un dispositif spécifique qui assure la confidentialité du vote de chacun. Et pour le coup, les inspections du travail sont extrêmement vigilantes, même en période de Covid, même avec la possibilité d'utiliser les réunions de CSE à distance. On ne peut pas déroger au principe du vote confidentiel dès lors qu'il est question d'une mesure nominative. Troisième possibilité, je passe rapidement parce qu'on va en reparler tout à l'heure dans le projet de loi sur la santé, sur le report de services de visite médicale. Vous le savez, les visites médicales ont une certaine périodicité et, comme on dit en termes de sécurité, il faut les recycler régulièrement. Du fait soit de l'arrêt, soit de la suractivité des services de santé au travail, le législateur a autorisé le report de certaines visites médicales. Là encore, la loi du 31 mai vient prolonger cette possibilité de reporter les visites médicales, pour toutes les visites médicales qui doivent être réalisées avant le 30 septembre 2021. Et dernier élément, l'entretien professionnel. Donc vous le savez, on doit l'organiser tous les 2 puis tous les 6 ans, un entretien professionnel. Lorsque l'entretien professionnel n'est pas réalisé, l'employeur s'expose à des sanctions. Et là encore, on va reporter la mise en œuvre des sanctions à la date du 1er octobre 2021. La conséquence très concrète de ces dispositions, en tout cas ce qu'on peut en retenir, c'est que malgré la souplesse qui est donnée à l'entreprise, c'est que le législateur considère encore que nous sommes en période de crise sanitaire, ce qui justifie ces dérogations et ces mesures exceptionnelles. Donc la crise n'est pas finie. Et si on pouvait terminer sur un message positif, c'est qu'on peut voir en tout cas que le nombre de vaccinations augmente considérablement et que probablement, peut-être, on n'aura pas besoin d'une nouvelle loi pour reporter ou pour prévoir d'autres mesures de nature exceptionnelle pour affronter la crise. Toujours est-il qu'avant d'en sortir là, on a encore quelques dispositions relatives à l'activité partielle qui vont s'appliquer, puisqu'on a encore certaines entreprises, alors qui ne concernent pas forcément pour lesquelles vous êtes moins concernés, pardon. Merci. Pour les personnes vulnérables qui doivent rester chez elles, on a juste cette problématique-là pour l'activité partielle. D'accord. Donc, en tout cas, on va encore différencier les trois secteurs. Donc, je passe assez vite puisque vous serez dans le secteur non protégé, de fait.
Et donc, on va avoir une indemnité accordée aux salariés qui va baisser de 70 à 60%. Et pour les employeurs, on va avoir une dégradation très très forte de l'allocation qui va être versée, puisqu'on va passer de 60 à 52 et de 52 à 36% à compter du 1er juillet 2021. À noter. J'avais juste une question, je voulais savoir, c'est jusque quand c'est à partir du 1er juillet, mais c'est jusque quand? Est-ce qu'il y a une date fixée pour… 31 décembre 2021, l'activité partielle. Merci. Donc on aura, alors, sauf modification, sauf prolongation, sauf etc., en principe, et avec toutes les réserves qui s'imposent, etc., mais a priori 31 décembre 2021. Et pourquoi? Parce que la question aussi de ces taux, et pourquoi est-ce que le gouvernement veut réduire le taux de l'allocation partielle. Alors certes, il y a la grande expression du moment où ça m'entend beaucoup, qui est la fin du quoi qu'il en coûte. Il faut arriver à remettre un petit peu tout le monde au travail, etc., et reproduire, et recontinuer, et regagner, et redémarrer l'appareil productif. Et de l'autre côté, c'est aussi une incitation pour pouvoir envisager le recours aux accords d'activité partielle de longue durée qui ont été prévus par le gouvernement et qui, du fait de ces renouvellements successifs des différentes mesures d'activité partielle, ne présentaient plus d'intérêt, ou en tout cas ne présentaient pas d'intérêt pour les employeurs, puisque sans avoir un taux majoré de prise en charge, ils devaient prendre des engagements extrêmement contraignants sur ces différentes dispositions. Donc, en tout cas, l'activité partielle, on le voit, quand on ne fait pas partie du secteur protégé, on a intérêt soit de passer sur un dispositif d'activité partielle longue durée, soit de revenir dans un dispositif classique, puisque la prise en charge sera considérablement limitée. Dernière étape pour la sortie de crise sanitaire, on a les prolongations des dispositifs d'exonération Covid et d'aide au paiement. Donc c'est un décret du 3 juin 2021. Pardon. Là encore, on va passer sur la première mesure assez vite puisque ça concerne… la première mesure, c'est la prolongation des mesures d'exonération et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales pour les entreprises et les travailleurs indépendants affectés par la crise. Donc, on avait des dispositifs d'exonération, ils sont maintenus, ils continuent de s'appliquer. Et pour les périodes d'emploi de mars et d'avril, on a une disposition rétroactive du décret, puisqu'on avait ce petit trou dans la raquette qui n'était pas prévu, parce que le dernier dispositif s'arrêtait au 28 février, et le législateur a comblé en disant de façon rétroactive, on va bénéficier de ces dispositions. On a une question sur le chat, enfin même deux d'ailleurs. Est-ce que les certificats d'isolement sont toujours valables? Et la deuxième question, quid si un collaborateur ne souhaite pas revenir sur site? Alors, des deux questions, il y en a une qui est beaucoup plus simple que l'autre. Est-ce que les certificats d'isolement sont toujours valables? Oui. La réponse oui, et je peux bénéficier d'un certificat d'isolement parce que, d'une part, je suis cas contact. Donc, ça veut dire le cas contact, c'est pas j'ai vu quelqu'un qui a vu quelqu'un qui était peut-être positif au Covid, c'est j'ai été en contact plus de 15 minutes sans masque de quelqu'un qui a été diagnostiqué positif au Covid. Et donc, malheureusement, même si le nombre de cas positifs est en décroissance importante, on a moins de 900 cas aujourd'hui par jour, il y a toujours des personnes qui sont contaminées par le virus. Et s'il y a toujours des personnes qui sont contaminées par le virus, il y a toujours des cas contacts qui doivent demeurer à l'isolement et le maintien des mesures de protection, de distanciation sociale s'applique et continue de s'appliquer. Donc ça, c'était la question facile. Il y a la question moins aisée à laquelle il faut répondre, c'est comment est-ce que je peux gérer un collaborateur qui refuserait de reprendre le travail. Alors je vais vous prendre deux exemples pour répondre à cette question. Le premier exemple, c'est l'exemple d'un collaborateur qui, parce qu'on était en période de crise sanitaire, parce qu'on était en période de télétravail, a décidé de déménager et a décidé de quitter la région parisienne, pour prendre un exemple très concret. En l'occurrence, le siège d'entreprise était basé à Massy, pour s'installer à Montpellier. On comprend tous le charme des villes du Sud, le soleil et la possibilité de télétravailler depuis, ce qui ne pose pas de difficulté, sauf que
reprise partielle, en tout cas d'activité, on arrête le 100% télétravail, on demande à ce collaborateur de revenir dans l'entreprise et le collaborateur refuse en disant « ça fait 1 an que vous m'avez imposé du télétravail, vous avez bouleversé l'équilibre de mon contrat de travail, donc j'ai le droit de continuer de rester basé depuis Montpellier ». Là, beaucoup, je pense qu'on va avoir certains contentieux qui vont se développer sur ce sujet-là, et notamment avec le « j'ai le droit au télétravail ». Et je pense que, alors il y a une première réponse qui serait une réponse disciplinaire, mais je pense qu'avant d'engager une réponse disciplinaire, on peut peut-être engager une réponse de pédagogie, en allant expliquer au collaborateur, en lui disant « Ok, je comprends que vous ayez des craintes, je comprends que vous n'ayez pas envie de revenir. Maintenant, je vous rappelle les dispositions de votre contrat de travail qui, la plupart du temps, fixent un lieu de travail où vous rappelle que vous devez être présent dans les bureaux de l'entreprise, etc. etc. Il y a également des questions de bien travailler ensemble, puisque le 100% télétravail, ça a été rappelé en titre d'introduction, c'est une mesure qui est contestée par certaines organisations syndicales. Et si vous me demandez mon avis, à titre personnel, je pense que du 100% télétravail, c'est peut-être un petit peu difficile à gérer, c'est difficile à manier. Donc, on peut lui demander, on peut lui rappeler à titre pédagogique. Premier rappel, deuxième rappel, et si après, effectivement, le deuxième rappel, le collaborateur refuse de revenir au bureau, on sera bien, et le terme est important, c'est un refus de regagner le bureau, je pense qu'on pourra envisager une mesure de rupture unilatérale du contrat de travail. Alors, il y a une autre question. Alors, pardon, avant de passer à la question, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, j'aimerais bien avoir votre avis, analyse sur aussi les situations où le salarié qui est en télétravail une partie de la semaine et vient le reste du temps sur les lieux dans l'entreprise, mais qui aurait, alors je reprends votre cas, qui aurait déménagé à Montpellier par exemple pour travailler à Massy ou à Paris ou ailleurs. La question de la prise en charge des frais de déplacement. Mais... Alors, allons-y. Allons-y, c'est une mauvaise nouvelle pour vous. Enfin, attendez, pour vous, c'est pour l'employeur, c'est une mauvaise nouvelle. Rien n'est joué, l'employeur. Allez-y. Rien n'est joué. Enfin, le principe, c'est que l'employeur est tenu de prendre en charge les frais de déplacement, enfin les frais d'abonnement à un transport collectif, etc., dans la limite de 50% de la valeur. Donc, le texte ne limite pas la prise en charge et ne limite pas l'abonnement à la carte Orange, le pass Navigo quand on est en région parisienne, ou l'abonnement TCL quand on est à Lyon, ou l'abonnement des transports bordelais, je sais pas quoi, quand on est dans une autre région. Donc, aujourd'hui, à date, si un employeur est confronté à un salarié qui dit « Moi, je vous demande de prendre en charge 50% de mon abonnement, et mon abonnement, c'est une carte grand voyageur SNCF », vous êtes tenu de le prendre en charge. Et vous verrez qu'il y a même une disposition URSSAF qui prévoit que le salarié peut cumuler et l'abonnement SNCF et la carte Orange. C'est en ça que je disais que c'est pas une très bonne nouvelle pour les employeurs, parce que on peut très bien imaginer, alors peut-être sur des exemples moins lointains que Montpellier, parce que faire les retours pour Montpellier sur une journée, ça peut être un peu compliqué, mais on peut très bien imaginer des villes qui vont devenir très très attractives comme Reims à l'est, comme Lille au nord, comme Orléans ou comme Tours plus au sud, où le collaborateur qui devrait rejoindre le siège de son entreprise, qui serait situé dans le 15e arrondissement de Paris, bénéficierait d'un temps de transport qui serait peut-être même moins important, puisqu'il a 55 minutes entre Tours et Paris-Montparnasse, que certains salariés qui se déplacent en région parisienne et qui mettent 1h30 pour pouvoir rejoindre leur lieu de travail. On dit cas extrême avec Montpellier, je ne suis pas tout à fait d'accord. Selon les métiers de la banque, vous pouvez être très éloigné une partie de la semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a tout à fait de façon très concrète dans le radar des initiatives de certains pays. Et je vais vous citer l'île Maurice, qui est en train de faire du dumping de ce point de vue et qui en fait un argument d'attractivité pour des personnes plutôt élevées dans les fonctions. Et voilà, donc des cadres plutôt élevés qui pourraient au fond être assez éloignés et être amenés aussi à revenir assez souvent finalement
Donc voilà, c'est pas neutre. Alors, la bonne nouvelle quand même, Ah, parce que voilà, pour c'est ça compléter, qu'on attendait. pour moi, mon exemple, c'est l'exemple, on va dire, moyen, quand on est situé en France, je vous dis Tours, Reims, Lille, etc., etc. Mais pour aller dans votre sens, il y a la Grèce qui a annoncé la même chose en disant tous ceux qui viennent télétravailler, qui gagnent plus de 60 000 euros, je crois, par an, tous ceux qui viennent télétravailler en Grèce, on prend leur feuille d'impôt, on la divise par deux, Voilà. et vous payez plus que 50% d'impôt. Et là, pour le coup, j'entends la notion de dumping, parce que j'ai mon traitement, enfin mon salaire de banque parisienne, pour reprendre un exemple concret, et je vais payer des impôts à 50% en Grèce, parce que je vais télétravailler depuis la Grèce. Alors il y a deux questions qui vont se poser. Un, est-ce que c'est tolérable pour un employeur que d'avoir ces espèces d'établissements à l'extérieur, hors des frontières du pays, qui d'un point de vue fiscal ont une incidence, et ce n'est pas un point neutre que d'avoir un établissement à l'extérieur de ces frontières. Et le deuxième point, pour répondre à la question sur les transports, la prise en charge ne concerne que les transports publics de voyageurs. Donc, exit les billets d'avion alors moi j'ai le cas entre Paris et Milan, entre Issy-les-Moulineaux et Milan. Exit le cas du cadre qui voudrait se faire financer ses billets d'avion entre Paris et Milan. Ce n'est que 50% des abonnements des transports publics de voyageurs. Après, si l'employeur veut, dans sa grande mensuétude, prendre en charge une partie de ses frais de déplacement, il le peut. Par contre, deux contraintes. Un, ça sera une contrainte fiscale et une contrainte sociale, c'est que ça sera considéré comme un avantage de nature et donc chargé et imposé. On a une autre question, donc quid du retour sur site des personnes dites vulnérables et puis-je imposer un retour progressif en vue d'un retour à la normale? Alors, ça me permet, et c'est une excellente transition par rapport au premier point, parce que je vous ai dit, je vous prendrai deux exemples. Je vous en ai pris un et je ne vous ai pas pris le deuxième, qui est la question de savoir est-ce que les conditions sanitaires de retour dans l'entreprise sont suffisamment satisfaisantes pour permettre à chacun de revenir dans l'entreprise. Parce qu'on parle des questions, on va dire, des personnes vulnérables de l'exception, mais on a pu être interrogé, nous, récemment, sur le fait de savoir est-ce que l'employeur qui ne met pas à disposition de masque, qui ne met pas à disposition de gel, parce que c'est des conditions de travail en extérieur, parce que ci, parce que ça, est-ce que le collaborateur ne peut pas faire valoir le fait qu'il n'a pas envie de travailler ou alors, est-ce qu'un collaborateur qui est obligé d'aller au contact d'un public très nombreux et très fréquent, est-ce que, je vais vous donner un exemple concret sans vous trouviez forcément l'entreprise, mais qui est obligé d'être au contact très, très proche de clients dans des environnements confinés pour valider des titres de transport, par exemple, est-ce que ce collaborateur peut faire valoir un droit de retrait en disant je suis exposé, mon travail consiste à rencontrer des gens, plus je rencontre de gens, plus je prends de risques, et plus je prends de risques, plus ma probabilité de développer le Covid et éventuellement de forme grave du Covid est importante. Et là, pour le coup, la seule réponse qui peut s'entendre, c'est le respect des outils et des mesures de protection individuelle qui sont mis en place. C'est-à-dire d'être extrêmement strict et extrêmement vigilant sur le port du masque, par exemple, et le fait de mettre à disposition des moyens de protection, etc. etc. Quitte, et dans le cas auquel j'ai en tête, on est passé des masques chirurgicaux classiques à des masques FFP2, donc qui filtrent beaucoup plus de particules, etc. etc. Maintenant, ce n'est pas un exemple qui concerne forcément l'exemple de la banque, sous réserve de certaines personnes qui peuvent être notamment en banque de détail au contact en front avec les clients. Et là, pour le coup, au-delà des gestes barrières, etc., il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les mesures de protection individuelle qui peuvent être mises en place avec les plexiglas qui vont mettre une distanciation physique, enfin une mesure physique entre la personne cliente et le salarié de l'entreprise. Donc si on respecte tout ça, on peut permettre un retour des personnes vulnérables et de leur demander de venir un minimum de jours. Sauf certificat d'isolement. Sauf certificat d'isolement. Exactement. Si on a une prescription médicale, la limite, ça va être la prescription médicale. Si on a un médecin qui prescrit le fait de rester isolé des autres, effectivement, on devra le respecter. Pour le coup, on en a eu beaucoup des certificats, en tout cas, on a été pas mal questionnés sur des certificats qui étaient plus ou moins de complaisance. Alors, je me fais pas médecin et je suis pas juge de ce qui est indiqué et je peux comprendre la crainte du médecin qui se dit mais si jamais ci, si jamais ça, donc je reste sur des termes très neutres.
donc sur certains certificats. Et aujourd'hui, on en a beaucoup moins. Beaucoup moins. De ce qu'on a eu. Autre question, est-ce que le certificat d'isolement doit être renouvelé systématiquement par le salarié ou est-ce que le fait qu'il en ait un, on doit absolument respecter ce certificat et pas demander à renouveler ce certificat? Ça va dépendre de la rédaction du certificat. D'accord. En fait, c'est un petit peu comme un contrat de travail. Est-ce que je dois respecter telle clause? Ça dépend de la rédaction de la clause. Si le médecin a dit, et nous on a vu, tant que le virus circule, isolement, etc., là, pour le coup, il n'y a pas de renouvellement parce que, comme on l'a vu, la prolongation des mesures de crise, etc., démontre bien qu'on est toujours confronté à la crise sanitaire. Par contre, si le médecin a fait des certificats de mois en mois, il faudra que le collaborateur nous renouvelle de mois en mois ces différents certificats. Merci. Moi, j'aurais juste une dernière question. Juste Dans votre exemple, par exemple, d'un salarié qui travaille à Montpellier, Oui. du coup, qui refuse de remonter à Paris en présentiel, est-ce qu'il peut assimiler ça à un refus, un abandon de poste, en fait, même s'il veut travailler en télétravail, mais qu'il refuse? Alors, juridiquement, ce ne sera pas un abandon de poste. L'abandon de poste, c'est je ferme mon ordinateur, j'arrête de travailler et je ne délivre plus ma prestation de travail. Là, on sera sur une notion de mon employeur me demande d'exercer mon contrat de travail et mes missions dans certaines conditions et je refuse de respecter ces conditions. Donc, c'est juste, je m'inscris en dissonance par rapport au pouvoir de subordination de l'employeur. Ok. On avance? Oui, parce que Covid, mais nous n'avons pas que le Covid. Exactement. Et on va passer à la prime Non, Macron. sauf si Enfin, sauf si- Non, il n'y a pas. Sinon, Très bien. D'accord. Et nous pouvons passer à la prime Macron. Alors là, pour le coup, je vais citer ma fille, qui m'entendait parler un jour où j'étais à la maison de la prime PEPA. Donc il y avait PEPA 1, PEPA 2, et elle m'a dit maintenant il y a PEPA Pig. Donc la troisième, du nom du fameux dessin animé pour les enfants. On en est à la troisième vague de prime PEPA. Et elle a été reconduite pour 2021. On a eu 19, 20 et 21. Et elle va être jusqu'au 31 mars 2022 pour tous les salariés, qu'ils soient intérimaires, travailleurs handicapés, etc., etc. On avait un grand débat sur la prime PEPA, qui était le fait de savoir, parce que le gouvernement a fait beaucoup d'annonces sur le sujet, notamment au mois d'avril, en disant c'est bon, prime PEPA, on va la reconduire pour 2021. Et on a beaucoup d'entreprises qui ont dit le gouvernement a annoncé le versement de la prime PEPA, on paye, on la donne tout de suite parce qu'on est en période de Covid, on a besoin de motiver les uns et les autres, etc. Et c'était à l'issue de la conférence sociale, donc il y avait eu beaucoup de. Il y a eu beaucoup de médias publicité sur la mesure, exactement. Et sauf que l'annonce du gouvernement, alors même en période de crise, on a vu que le tweet était devenu une source de droit. Même l'annonce du gouvernement après nécessite quand même un minimum de support législatif. Et le gouvernement a rectifié le tir en disant en fait, ça sera à compter du dépôt du projet de loi qui prévoit le versement de la prime. D'où le fait que je vous ai indiqué que c'est pour toutes les primes qui sont versées entre le 1er juin et le 31 mars. Maintenant, soyons prudents sur ce dispositif-là. Et ma recommandation, en tout cas à mes clients, c'est d'attendre que le projet de loi soit publié. Publié, mais surtout qu'il ait passé les fourches du Conseil constitutionnel, parce que je ne suis pas certain d'un strict point de vue d'équilibre budgétaire que le législateur accepte que, de façon rétroactive à la seule date de dépôt d'un projet de loi, il soit autorisé de pouvoir verser en dérogation aux toutes les dispositions relatives aux finances publiques, de pouvoir déroger une prime, parce que c'est l'avantage de la prime PEPA. Elle est exonérée de charges sociales et n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 euros. Ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, on a ce qu'on appelle un booster de prime PEPA, où on a la possibilité de prévoir que le montant de 1 000 euros est porté à 2 000 euros. On est capable de doubler le montant de la prime PEPA. 3 conditions pour bénéficier du booster de la prime PEPA. Première condition, l'entreprise doit être couverte par un accord d'intéressement.
L'accord d'intéressement doit avoir été conclu. Pardon. Ouais, parfait. Voilà. Doit avoir été conclu à la date de versement de la prime ou avant le 31 mars 2022, qui est le terme à compter duquel la prime ne s'appliquera plus. Deuxième catégorie d'entreprises, c'est les entreprises qui ont conclu un accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne avec des mesures qui sont prises dans au moins 2 des 5 thèmes: rémunération classique, santé, sécurité, durée du travail, articulation vie pro, vie perso et formation et évolution professionnelle. Donc là, on voit très clairement que première mesure, on est sur l'intéressement où on va avoir un booster qui va être fait pour les entreprises qui font plus un accord d'intéressement avec, donc qui profitera à tous. Deuxième booster, on ne fait plus, la possibilité, on n'offre plus la possibilité de doubler qu'aux seules entreprises qui sont couvertes par un accord d'intéressement, mais on offre cette possibilité à celles qui ont conclu un accord pour les travailleurs de la deuxième ligne. Donc, vous vous rappelez, les travailleurs de la deuxième ligne, c'est tous ceux qui, sans être personnel de soins, ont été particulièrement exposés aux effets de la crise du fait de l'obligation de maintenir l'activité. L'activité, ça va de la caissière du supermarché à l'employé de la boucherie industrielle. Donc, ces emplois de la deuxième ligne doivent être valorisés avec les différents thèmes et les différentes mesures qui ont été mis en place. Il y a 17 métiers. 10 métiers, exactement. Et on n'est pas, et la banque n'est pas dedans. Voilà. Ce Donc par contre, ce slide-là, c'est la modalité Macron à 2 000 €. Hein. Oui. D'accord. Donc c'est où, hein, c'est ça. C'est où. D'accord. Exactement. Et c'est uniquement pour pouvoir bénéficier du booster. D'accord. Il y a une demande de parole, je crois. Non. Ah, je croyais. Ok. Et donc, troisième. Après. Ah, il y a une demande de parole. Non, mais après, elle date. Ah, d'accord. Donc, troisième booster, c'est les entreprises qui ont entamé des négociations, soit sur l'accord de valorisation des métiers, soit dont l'activité principale relève d'une branche, qui ont entamé une telle négociation. Mais comme vous le rappeliez très justement, les métiers de la banque ne sont pas dans les 17 métiers. Donc, la synthèse, c'est que pour pouvoir bénéficier du booster à 2 000 €, on devrait être dans la première catégorie et on devrait être une entreprise couverte par un accord d'intéressement, ce qui déclenchera la possibilité de verser une prime de 2 000 € exo-sociale et exo-fiscale. Oui, on avait une petite dernière question sur le cas des personnes vulnérables. Est-ce qu'il y a une nécessité de consulter la médecine du travail pour valider le retour d'une personne vulnérable? Est-ce qu'il y a une nécessité de consulter alors, alors, je vais reprendre la question très juridiquement. Est-ce que le fait de reprendre le travail quand on est un salarié vulnérable, est-ce que ça rentre dans les cas de visite obligatoire à la médecine du travail? Si on est sur un arrêt de travail qui a été prescrit de plus de 30 jours, oui. Donc, la réponse est oui, je dois consulter la médecine du travail parce que mon collaborateur a été arrêté de plus de 30 jours, quelle que soit l'origine, quelle que soit la cause, lorsque c'est un arrêt maladie. Après, est-ce que c'est opportun de le faire? Oui, c'est opportun de le faire, à condition d'avoir une place et à condition d'avoir un médecin du travail qui puisse voir tout le monde. Parce qu'on va se retrouver aussi dans la situation impossible à gérer où on fera des demandes pour tout le monde et on n'aura pas de visite. Il faudra peut-être cibler les retours de personnes vulnérables à difficulté, quoi. Enfin... Voilà, ou prévoir un aménagement, ou prévoir une jonction, un roulement, etc. D'accord, merci. Alors. Ça, donc tout ce qu'on vient de voir, c'est tout ce qui est applicable à date. Alors, sous réserve de la prime Macron, on a le projet de loi qui est déposé, mais qu'il soit voté en l'état et qu'il passe les fourches du Conseil constitutionnel. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie, qui est une partie qui est plus prospective, mais qui n'en est pas vraiment intéressante, sur les projets de loi qui sont en cours de discussion. Premier sujet, c'est le projet de loi climat et résilience. Alors là, je vais vous le présenter en quelques secondes avec les grands points qui concernent le dialogue social et les entreprises et le code du travail. Mais si vous êtes intéressé, je vous invite à consulter un dossier qui a été publié à la Semaine sociale de l'AMI qui traite de toutes les incidences du climat sur la relation de travail, que ce soit en matière de rémunération, en termes de dialogue social, en termes de vocation de l'entreprise,
Il a été publié il y a 3 semaines et vous aurez la vision complète. Et signé par. Et signé par le cabinet VRL, effectivement, Voilà. on a fait une mutaine, un peu d'autopromotion, n'a jamais fait de mal. En ce qui concerne les impacts qu'on veut vous présenter aujourd'hui, je vous ai mis en rouge à droite, attention, le projet, comme je vous le disais, c'est un projet, il a été voté en première lecture à l'Assemblée, et maintenant il va passer devant le Sénat. Vous savez que le jeu parlementaire fait qu'on a on a la possibilité pour les groupes parlementaires de déposer des amendements pour pouvoir faire évoluer le texte et pour pouvoir faire le travail législatif. L'amendement LR qui a été déposé devant le Sénat, il est assez intéressant à lire parce qu'il est original. Il est original en ce sens que le groupe LR demande purement et simplement la suppression de toutes ces dispositions et le texte de l'amendement nous dit qui sont guère intelligibles et n'apportent aucune plus-value. Point barre, fermez le banc, circulez, et voilà. Pourquoi est-ce que l'amendement LR est aussi virulent à l'encontre de la mesure? C'est que je pense que c'est inversement proportionnel au regard de l'importance de l'apport, de l'ajout qui a été fait. L'ajout qui est fait par le projet de loi climat et résilience, c'est d'ajouter dans l'article 2312-8 du Code du travail qui fixe les conditions générales, qui fixe les compétences générales du CSE, d'ajouter à l'expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leur intérêt dans les décisions relatives à la gestion et à l'évaluation économique et la santé financière de l'entreprise. Ça, c'est du connu depuis 82, on est sur le même dispositif. Et vient y ajouter, et c'est ça la nouveauté, à la prise en compte de leurs conséquences environnementales. Pour le coup, d'un strict point de vue juridique, c'est une évolution qui, à mes yeux, est énorme. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait un projet, quand on va aller solliciter l'avis du CSE sur un projet, on va devoir donner l'information économique, mais ça on en a l'habitude depuis 82. On va devoir donner les informations en termes de santé, en termes de sécurité, en termes d'organisation du travail. Là encore, pas de problème. On va devoir donner les aspects en termes d'emploi et on va devoir donner les aspects en termes de conséquences environnementales. Ça veut dire qu'il va falloir que l'on soit capable, avec un reporting efficace, qu'on soit capable, avec une prospective efficace, d'aller mettre en avant toutes les conséquences environnementales que notre projet va avoir. Exemple concret, on propose dans un réseau, on propose une fermeture d'une agence bancaire. On va devoir traiter les conséquences environnementales. Donc, les collaborateurs qui habitaient à côté de l'agence vont devoir prendre leur voiture et se déplacer à 15 km. Quelle va être la charge en matière de CO2? Quels vont être les impacts en matière d'environnement qui vont être développés? Si on prend un autre exemple en matière de PSE, vous le savez, quand on fait un PSE, on a ce qu'on appelle, enfin, abus de langage, mais en tout cas il est resté, c'est un langage traditionnel. Maintenant on a le livre 1 avec les conséquences sociales du projet, le livre 2 avec les conséquences économiques. Depuis quelques années, on a commencé à accepter le fait qu'il fallait avoir un livre 4 sur les conséquences en termes de santé et sécurité. Et là, on va avoir un nouveau livre à chaque projet avec les conséquences environnementales. Donc, je comprends l'amendement qui est présenté, qui est soutenu en tout cas devant le Sénat pour supprimer cette disposition, parce que si cette disposition devait être adoptée, ce serait à mon sens une évolution majeure du Code du travail, parce qu'on va venir ériger le CSE, qui est censé être le spécialiste de l'économie et de la santé, on va l'ériger en acteur du changement climatique et on va l'emmener en acteur des conséquences environnementales. Premier point qui se pose, qui va être la question des compétences. Je suis compétent en économie, je suis compétent en santé, est-ce que je suis compétent en environnement? Personnellement, je suis compétent en droit du travail, je ne suis pas compétent en droit fiscal. Donc, on va donner des moyens au CSE pour ça. Premier moyen, c'est les informations qui sont mises à sa disposition dans la BDES. Les informations vont devoir intégrer les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc, vous imaginez qu'il va falloir revoir toutes les informations qu'on communique avec ce spectre de conséquences environnementales. Deuxième obligation, la formation.
Donc on leur donne la documentation, on leur donne la formation, puisque la formation économique des membres du CSE va être ouverte sur les questions environnementales liées à l'activité de l'entreprise. Troisième élément, après la documentation, la formation, vient l'expert, puisque c'est le triptyque qui s'applique depuis quelques années, et l'expert comptable du CSE va devoir statuer sur les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Alors, les mauvaises langues dont je me garderais bien de faire partie critiquent certaines fois les rapports qui peuvent être remis par les experts et déplorent leur manque de consistance. Imaginons des experts qui sont des habitués du chiffre depuis des années, qui vont devoir passer sur des habitudes ou sur une expertise environnementale. Il va falloir eux aussi qu'ils fassent un sacré gap en termes de compétences et qu'ils se forment sur ce sujet. Dernier élément, après la consultation du CSE via la négociation collective, et dans le cadre de la négociation collective, en matière de GEPP, on va devoir prendre en compte les enjeux de la transition écologique. Donc ça veut dire qu'on va avoir une nouvelle rubrique en matière de GEPP, c'est quels postes vont pouvoir être impactés du fait de l'évolution du climat ou du fait des changements environnementaux. Alors, je ne suis pas certain forcément que dans la banque le point soit majeur sur la transition écologique et la GEPP, mais en tout cas c'est une préoccupation qu'il faudra avoir et il faudra l'ajouter aux mesures déjà assez importantes qui s'imposent à nous. On a une petite question sur qui relève du chapitre sur la prime PEPA. On nous demande si la condition d'exonération, donc SMIC x3, est applicable au booster, donc à 2000. Oui, de la même manière que les lignes. Aux mêmes manières, c'est effectivement dans la limite du booster. Toujours pour la culture sur le projet de loi, on a un amendement qui est intéressant, qui a été déposé alors cette fois-ci par l'UDI, donc apparenté centriste, apparenté LREM, donc il y a peut-être plus de chances de passer, qui propose de rendre obligatoire le forfait mobilité durable. Pourquoi est-ce que cet amendement est proposé? D'une part, parce que c'était un oubli du gouvernement, alors que c'était une proposition de la Convention citoyenne pour le climat. Donc le gouvernement a pris l'engagement de reprendre les différentes propositions et le forfait mobilité durable avait été oublié. Et deuxième élément, le forfait mobilité durable peut intéresser tous les collaborateurs, puisque l'employeur va prendre à sa charge les frais de trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail, dès lors que le collaborateur va se déplacer à vélo, vélo électrique, ou en covoiturage ou transport public de personnes. Par contre, un point de précision, le forfait de mobilité durable couvre tous les abonnements qui ne sont pas pris en charge dans le cadre de l'obligation de 50% de prise en charge de l'employeur. Donc ça pourrait être l'abonnement 50 plus. Ce sera l'abonnement. Ouais. Ce sera plus. Voilà, en fait, si tu veux même aller un cran plus loin, ça va être non seulement l'abonnement de train, non seulement l'abonnement carte orange, parce que ça c'est couvert par mon obligation de 50%, mais en plus exactement, je vais arriver à ma sortie de métro, je sais pas, c'est Stade de France, et j'ai encore 10 minutes de vélo, donc je vais acheter mon vélo, et mon employeur va pouvoir me rembourser une partie de mon vélo pour pouvoir aller jusqu'au bout du trajet. Dernier élément que je vous ai noté, parce que ça me semble être, je ne vais pas dire un amendement de consensus qui est présenté, mais en tout cas c'est une solution pour éviter d'être trop révolutionnaire comme le projet de loi le propose. C'est un amendement qui est porté par le groupe écologiste Solidarité et Territoire qui prévoit dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés donc dotées d'un CSE de créer une commission environnement qui est créée au sein du CSE. Bon, première observation, le fait de créer des commissions au sein du CSE, c'est un mouvement qui est contraire au sens de l'histoire, puisque le passage en CSE a eu vocation d'offrir la possibilité à chacun de supprimer toutes ces commissions à condition d'avoir un accord express sur ce point-là, à l'exception de la CSSCT. Mais cette commission, si elle est instituée de façon obligatoire, voire de façon volontaire, parce que là, pour le coup, en termes de RSE, ça peut être intéressant d'avoir une commission environnement.
Elle aura pour objet d'analyser les mutations sociales et économiques de l'entreprise en lien avec la transition écologique, d'étudier les moyens mis en œuvre, etc., etc. Là encore, on est dans le cadre d'une commission CSE, donc liberté sera donnée aux partenaires sociaux de modeler, de designer cette commission en fonction de leurs besoins et en fonction de leurs attentes. Précision étant tout de même faite que, on va donner un petit crédit d'heure, donc on va offrir 2 heures de délégation supplémentaires pour les membres de la commission environnement. En fait, c'est une sous-commission, ce n'est pas une commission en plus créée à côté du CSE, c'est dans le CSE, une sous-commission. Alors, c'est une commission qui n'aura pas la personnalité morale, Voilà, comme la c'est ça. CSSCT. Ce n'est pas une instance de représentation du personnel en tant que telle, c'est effectivement un espace de dialogue qui va s'ouvrir. Et c'est en tant que tel, en ce sens-là, que si on est dans une politique RSE sur laquelle on veut pouvoir s'engager, c'est une mesure qui, entre guillemets, peut permettre d'exprimer certaines Et le opinions. timing législatif de ce projet climat et résilience, on peut imaginer que ça sorte. Le calendrier. Alors, le calendrier, je joue juste dans les slides, il est dans les slides un petit peu plus loin. Il est examiné cette semaine par le Sénat. Donc, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et examiné exactement depuis hier par le Sénat. D'accord. Avec une lecture qui devrait s'arrêter le 18, s'ils arrivent à examiner le tout, et sinon ils repartent à partir du 24. D'accord. Donc on va arriver, alors je ne doute pas qu'on n'aura pas une identité des textes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, qu'on aura besoin de refaire une navette, mais en tout cas, on peut très bien imaginer que ça arrive avant la fin de la session parlementaire. Ouais, donc avant fin juillet, on peut imaginer. Ouais, étant précisé tout de même que là on le regarde que par le petit bout de la lorgnette et l'aspect droit du travail, mais c'est un projet de loi qui est énorme, qui touche tous les domaines en fait de l'économie, de l'éducation, de la santé, et on pourrait faire la même intervention dans chacune des spécialités de chacun des points d'activité de l'entreprise. Avec derrière des saisines forcément conseil constit, et puis voilà, donc on aura. 96 articles. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, un nombre considérable d'articles et tout autant d'amendements qui ont été déposés. Nouveau projet de loi, RIC1, l'égalité économique et professionnelle. Alors, j'ai envie de dire que je suis navré de vous présenter un énième projet de loi relatif à l'égalité économique et l'égalité professionnelle, puisque malheureusement, c'est un sujet ou c'est un thème pour lequel les parlementaires sont très régulièrement sollicités, au-delà de tous les accords d'entreprise que vous pouvez solliciter, au-delà des mesures qui peuvent être mises en place au niveau de la branche, le législateur a l'occasion très régulièrement de s'intéresser à ce sujet-là. 12 mai 2021, adoption en première lecture du projet de loi, donc il passe au Sénat, et pour répondre à la question d'Emmanuel qui ne manquera pas de venir dans quelques minutes, où le projet en est-il, il a été reçu, le texte, et non pas le test, le texte a été reçu le 12 mai au Sénat, et on n'a pas encore le calendrier pour lequel le Sénat va l'examiner. Toujours est-il qu'une des mesures qui mêle égalité professionnelle, droit du travail et monde bancaire, c'est une des premières mesures du projet de loi, c'est le fait de ne verser les salaires et les prestations sociales individuelles sur le compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire est détenteur ou codétenteur. C'est-à-dire que je ne pourrai plus payer demain le salaire de mon salarié sur le compte de sa femme ou réciproquement, je ne pourrai plus payer le compte de ma salariée sur le compte bancaire de son époux. On aura maintenant l'obligation d'individualiser le paiement. Et ça concerne toutes les prestations sociales donc, que je vous ai listées ci-dessous, de l'aide au retour à l'emploi, jusqu'à l'indemnité pour congé de deuil, congé maternité, congé maladie, les indemnités versées à l'occasion des accidents du travail ou l'accompagnement des personnes en fin de vie. Voire même, mais là je pense que ça ne concerne pas le monde bancaire, l'exposition aux pesticides. Deuxième mesure favorisant l'égalité économique et professionnelle portée par le projet de loi, c'est la possibilité de prévoir un droit au télétravail pour les salariés enceintes dans les 12 semaines qui précèdent le congé maternité. Alors, la proposition, elle permet d'avoir deux observations. La première,
c'est qu'aujourd'hui, à date, il n'existe pas de droit au télétravail. C'est une possibilité qui est offerte à l'employeur et au salarié de trouver un accord, mais le législateur fait preuve d'un certain pragmatisme, et on le constate tous les jours. On a très souvent des médecins du travail ou des médecins traitants qui suggèrent, qui recommandent ou qui prescrivent à des femmes en situation de grossesse le recours au télétravail avant, pour éviter les transports, pour éviter les désagréments liés à la présence physique. Et là, dès lors que la collaboratrice pourra exécuter ses missions hors des locaux de l'entreprise, et tous ceux qui ont travaillé en situation de télétravail pendant la période Covid pourront le solliciter, et dans les 12 semaines qui précèdent le congé maternité, elles auront un droit au télétravail, et l'employeur ne pourra pas s'opposer à ce droit, sous réserve que les missions puissent être réalisées en situation de télétravail. Troisième mesure, c'est ce que l'on appelle le name and shame. C'est-à-dire qu'on a eu l'index professionnel avec les très bons résultats du secteur bancaire qui vous ont été rappelés en introduction. La loi Rixin, elle vient un cran de plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de l'index qui doit être établi, qui doit être calculé, on va ajouter une nouvelle disposition et on va étendre les obligations de publication au plan de progression à tous les indicateurs qui composent l'index. Oui, on ne se contente plus d'une note globale. Exactement. On va plus loin. On va beaucoup plus loin et on va beaucoup plus vite, puisque l'entrée en vigueur de cette disposition, entrera en vigueur dès les indicateurs effectués en 2022. On doit, vous le savez, publier les indicateurs au plus tard le 1er mars de l'année en cours. Donc, grosso modo, si on fait le décompte, nous sommes à moins d'un an de cette obligation de publication. Autre mesure, toujours sur la publication de l'ensemble des critères et qui contribue à la représentation équilibrée. Alors, ça ne concerne que les entreprises de plus de 1000 salariés, enfin d'au moins 1000 salariés, pardon. L'entreprise va devoir, à compter du 1er mars 2022, donc là encore, on est à moins d'un an, publier une photographie genrée, donc on différencie en fonction du sexe, les 10% de postes à plus forte responsabilité au sein de l'entreprise. Donc là, pour le coup, on a une obligation de publier cette photographie, et cette photographie pourra être publiée sur le site internet du ministère chargé du travail. Donc là encore, on est sur une mesure, comme je vous disais en introduction, de name and shame, c'est-à-dire que l'obligation qui est faite, c'est que en tout cas, le point de vue du législateur, c'est que un projet, une loi, 2 lois, 3 lois, 4 lois, 5 lois, 10 lois, 20 ans, 30 ans qu'on parle d'égalité professionnelle, ça n'a pas avancé, parce que chacun garde les informations en son sein. Donc là, pour pouvoir forcer les acteurs à pouvoir intervenir et forcer les acteurs à faire œuvre d'efficacité dans la matière, on va leur imposer de publier cette disposition. Autre mesure qui est proposée dans le cadre de ce projet de loi, c'est qu'au-delà de la photographie, il va falloir qu'on ait un vrai quota. Et là, pour le coup, c'est la législation à l'américaine qui va vous imposer un quota avec 2 périodicités différentes. Première périodicité, c'est jusqu'au 1er mars 2027. Il va falloir, on ne pourra pas avoir une proportion inférieure à 30% de femmes parmi les cadres dirigeants et les cadres membres des instances dirigeantes de l'entreprise. Et à compter du 1er mars 2030, ce sera une proportion qui ne pourra pas être inférieure à 40% de femmes. C'est les personnes qui sont à plus haute responsabilité, à forte responsabilité. Tout à fait. Pour préciser ce point, puisque là on parle d'instance dirigeante sur le slide. Mais... Je crois que c'était sur le slide d'avant, c'était, voilà, c'est ça, plus forte responsabilité. Voilà, c'est la notion qu'il faut avoir d'esprit. Ouais. Et alors la seule question qui pourrait se poser, c'est qu'est-ce que l'on fait et dans quel cas, comment est-ce qu'on réagit si on a de facto beaucoup plus de femmes que d'hommes. Là, pour le coup, le texte n'a pas vocation à sanctionner l'entreprise qui emploierait plus de femmes que d'hommes. Dans le cas de cette représentation, on est vraiment sur un fait qui a vocation à élever le niveau de femmes présentes dans les instances et aux plus hautes responsabilités de
l'entreprise. On a une mise en conformité qui est obligatoire dans un délai de 2 ans. On va avoir une pénalité qui est la sanction de 1% de la masse salariale que vous connaissez déjà, à défaut d'être couvert par un accord ou par un plan relatif à l'égalité professionnelle. Et étonnamment, la sanction que le gouvernement va chercher n'est pas une sanction financière, puisqu'il n'y aura pas de cumul avec la pénalité applicable en l'absence de conclusion d'un accord. Donc on est vraiment sur cette notion d'afficher les entreprises qui ne respecteraient pas leurs obligations, que ce soit sur l'index, enfin que ce soit illustré par l'index ou illustré par la photographie genrée des personnes qui ont les plus hautes responsabilités. Il y a l'obligation d'un rapport annuel du gouvernement devant le Parlement qui viendrait donc faire un constat de l'état des lieux, de l'écart entre, en termes d'égalité hommes-femmes au travail, et aussi avec des recommandations. Ça veut dire qu'en fait, si le gouvernement maintient, enfin, assume cette obligation, ce qu'il ne fait pas toujours avec le Parlement, ça veut dire qu'il faut s'attendre chaque année à quand même à être donc le name and shame prenne une grande importance. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. En ce qui concerne, alors, sur l'égalité professionnelle, on a terminé avec le projet de loi RIC 5. Dernier, alors c'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi qui vise à renforcer la prévention en matière de santé au travail. Premier document qui a eu une importance considérable liée à la reprise, au déconfinement et aux mesures, notamment pour répondre à toutes les questions qu'on a eues sur comment est-ce que je peux faire pour inciter les gens à revenir, comment est-ce que je peux faire pour éviter que les gens refusent de venir, qui est le document unique d'évaluation des risques. Donc, le document unique, vous le savez, on doit consulter le CSE dès lors, par intervalle régulier et dès lors qu'on le modifie, dès lors qu'on le met à jour. Le document unique d'évaluation des risques, le point principal d'évolution, c'est que, il va être à la disposition des travailleurs, des anciens travailleurs et de toute personne ou instance qui peuvent justifier un intérêt d'y avoir accès. Ça veut dire, ipso facto, aux organisations syndicales qui ont vocation à représenter les intérêts collectifs des professions et à intervenir notamment dans les contentieux liés à l'amiante, aux différents produits, etc., etc. Et surtout, la durée de conservation ne pourra pas être inférieure à 40 ans. Alors, en période de RGPD, on peut s'étonner où on a incité des durées de conservation très très restrictives à certains sujets. On peut s'étonner du fait qu'on a une durée de conservation aussi longue. Maintenant, si on pondère le point, pourquoi est-ce que 40 ans? Grosso modo, une carrière, ça fait 42 ans et demi. Donc on voit très bien que le but, c'est de permettre à toutes les personnes qui auront quitté l'entreprise, qui seront éventuellement en retraite, de faire valoir leurs droits en mettant en avant les manquements de l'employeur, en mettant en avant le fait que, regardez, quand j'étais salarié de telle entreprise, le DUR ne prévoyait pas telle mesure de protection, ne prévoyait aucune mesure de protection dans cette situation. La responsabilité de l'employeur est donc actée. Au-delà de la seule question du DUR, toujours en matière de documentation, il y a la question du passeport prévention. Et pour le coup, l'idée, c'est quoi? Vous avez un peu la notion de guichet unique qui serait offert aux collaborateurs, où il aurait dans un même document l'ensemble des attestations, certificats, diplômes qui seraient relatives à la santé et la sécurité. Dit autrement, on a le pendant du document unique. Le document unique montre ce que l'employeur a fait de façon collective, et le passeport prévention, c'est de façon individuelle quelles ont été les formations dont a bénéficié le salarié. Le travailleur pourra donner l'autorisation de l'employeur de consulter les données qui sont contenues dans le passeport. Et pour le coup, on est dans l'attente de précision sur le passeport, puisque les modalités mises en œuvre devront être définies par le comité de prévention et de santé au travail et faire l'objet d'un décret et approuvé par voie réglementaire, ou à défaut faire l'objet d'un décret en Conseil d'État.
Comme je vous le disais, très rapidement, on peut passer sur ce slide-là, ce que je vous ai dit, le travailleur aura la possibilité d'autoriser son employeur à consulter l'ensemble des documents qui seront détenus dans le passeport de formation, sous réserve, évidemment, que la solution technique permette de garantir la protection des données personnelles, puisque le RGPD continue de s'appliquer. Dans les quelques minutes qui me restent pour déborder très légèrement, parce que je vois que l'heure tourne, excusez-moi d'être trop long. Mais tout le monde est fidèle, donc on peut se donner quelques minutes de plus. Donc Voilà. si la fidélité n'a pas de prix, donc nous pouvons continuer. Dans la proposition de loi pour renforcer la prévention au travail, un nouvel acteur, qui est le référent handicap, enfin un nouveau rôle qui est confié au référent handicap en matière de prévention et de santé au travail, avec deux nouvelles missions. Faire le lien avec les services de prévention et de santé au travail pour permettre une meilleure maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et deux, être associé au rendez-vous de liaison entre le salarié à l'issue d'un arrêt de travail. On va le voir juste après le rendez-vous de liaison. Juste un point sur le référent handicap, il peut être très intéressant, et je pense aux entreprises qui sont en train de renégocier les accords télétravail, il pourrait être très intéressant d'associer sur les négociations d'accords télétravail le référent handicap pour deux raisons. Pour une raison très pragmatique, c'est que le télétravail peut être un moyen de maintenir les personnes en emploi ou de leur permettre de reprendre un emploi du fait de l'absence de transport, par exemple, quand le handicap est physique ou quand le handicap est lié à la distance à parcourir. Et deux, aujourd'hui, vous avez l'obligation dans votre entreprise de vous assurer que tous les postes peuvent être exercés en situation de télétravail, même par les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne peux plus dire je ne vais pas fournir un logiciel grossissant, par exemple, à mon collaborateur quand il sera en télétravail. Quand il est en télétravail, il se débrouille. Et si il a besoin de ce logiciel, il vient travailler dans l'entreprise. Ça, c'est plus possible. On a l'obligation d'avoir une égalité des chances entre salariés en situation de télétravail et salariés en situation de handicap et salariés sans situation de handicap pour pouvoir télétravailler de la même manière. Donc, le référent handicap peut avoir son intérêt dans un accord télétravail. Merci. Dans la construction d'un accord télétravail. C'est pas non plus une obligation. Hein. C'est pas non plus une obligation. C'est pas non plus une obligation. C'est précisé. C'est l'idée. Mais on voit la logique. Une petite formation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le triptyque obligatoire pour les représentants du personnel. Donc une petite formation de 3 jours pour les membres qui seront réélus en matière de santé et de sécurité, puisque vous le savez, le premier ordonnance Macron, c'était pas prévu, c'était pas obligatoire, c'était obligatoire que pour les membres de la CSCT. Ça a été élargi à tous les membres du CSE, c'était prévu lors de leur première élection. Là, on vient de nous remettre 3 petits jours en cas de réélection, puisque nous allons rentrer dans le cycle à compter de fin de cette année, début de l'année prochaine, dans le cycle de réélection des CSE, puisqu'on est au terme des mandats des premiers CSE qui ont été élus. Après, vous avez je vous ai listé quelques mesures par culture, pour la culture qui sont listées en matière d'enrichissement des missions de service de santé au travail, en matière d'intégration des nouvelles professions dans l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, où on va pouvoir intégrer des masseurs kinésithérapeutes et des ergothérapeutes. Et on va avoir un encadrement avec la collaboration de la médecine de ville, où certains suivis médicaux de travailleurs, tous ceux qui sont hors SMR, hors service médical renforcé, suivi médical renforcé, pourront bénéficier d'un suivi par un praticien de ville qui aura une formation en médecine du travail. Là, pour le coup, il faudra être vigilant parce qu'aujourd'hui, on a une dichotomie qui est très simple en disant c'est la médecine du travail ou c'est le médecin traitant. Le médecin traitant, ça n'a pas de force contrainte à l'égard de l'employeur. Demain, on aura des cartes qui seront un peu plus mixées. On a une petite question, une précision pour la formation des membres du CSE. Ça inclut les suppléants ou pas? La formation des 3 jours. Alors, le projet de loi ne précise pas. Il précise juste formation des membres. Maintenant, on peut imaginer qu'il y a une analogie qui est faite avec les dispositions actuelles où on doit former effectivement tout le monde, tous les membres du CSE. Y compris suppléants et titulaires et suppléants, exactement. Mais encore, ça, c'est à voir comment le projet de loi sera adopté et
Comment la proposition de loi sera Proposition de loi. Ouais, très bien, du coup, on l'a à l'esprit, et on regardera ça, effectivement. Merci. Dernier élément, la question de la lutte contre la désinsertion professionnelle. Vous avez le principe de la visite de mi-carrière qui peut être réalisée par un infirmier. Vous avez les rendez-vous de liaison qui vont être anticipés, qui vont être organisés en vue d'anticiper la reprise du salarié absent. Donc ça, vous le savez, on avait les visites de pré-reprise dont la valeur a été mise en avant par la dernière réforme de l'inaptitude et de la médecine du travail. Ben là, avant la visite de pré-reprise officielle, on va faire un rendez-vous de liaison. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de maintenir toujours un lien entre l'entreprise et les salariés qui sont absents. Pourquoi? Parce que très souvent, on se retrouve dans des entreprises, en tout cas, moi j'ai très souvent des clients qui me disent, elle, ou lui ou elle, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu, ou je sais que je ne le reverrai pas pendant 3 ans, et que je n'aurai pas de contact avec lui pendant 3 ans. 3 ans, pourquoi? Parce que c'est la fin de la cessation des indemnités journalières, et qu'on aura une visite auprès de la médecine du travail. Ben là, l'idée, c'est d'avoir des rendez-vous de liaison en permanence, de façon régulière, de sorte à maintenir le lien entre l'entreprise et le salarié qui serait malade. Comme je vous l'ai dit, c'était transféré au Sénat et on va passer dans la commission des affaires sociales. Oui, alors, cette proposition de loi qui est menée par le député Lecoq, hein, Ouais, juste une remarque, hein, on ne va pas faire durer le débat, mais juste une remarque quand même pour recontextualiser. Il y a eu un ami qui a été signé par les partenaires sociaux qui est venu réformer, actualiser toutes ces questions-là. Et on voit que là, il y a quand même une disposition un peu étonnante, on va dire, en tout cas de l'exécutif, du gouvernement, qui vient en rajouter une couche, si je puis dire, à une négociation paritaire, nationale, interprofessionnelle, qui était récente. Donc là, on voit bien d'ailleurs qu'il y a une liste à la Prévert, finalement, qui vient, alors avec plus ou moins de bonheur, hein, mais qui vient en fait se surajouter au dialogue social. Je voulais juste le dire au passage parce que c'est quand même une tendance un peu lourde ces derniers temps, et là on a un très bel exemple de dialogue social qui est à un moment donné, au fond, dépassé, si on peut dire, par l'intention du gouvernement. Avec peut-être un bémol, enfin pas un bémol, mais un complément par rapport à ce que vous venez de dire, et qui est totalement vrai, et on vient de signer un accord sur un sujet et on prend une proposition de loi de l'autre côté, on peut s'étonner de se faire rattraper comme ça. Juste, une des seules explications sur ce point-là, c'est aussi qu'on a beaucoup d'entreprises, on a certains secteurs d'activité qui ne sont pas couverts par l'ANI, et on pourrait se dire que, en tout cas, la proposition de loi a été légitime si elle avait eu pour but d'étendre ce qui avait été fait par l'ANI à ça. Et là où je vous rejoins, c'est pour ça que je parle de et là où je vous rejoins sur la liste à la Prévert, où les bonheurs ou les malheurs, peu importe, de son nom, de son lequel on prend du texte, c'est effectivement qu'on va se retrouver avec un peu comme on peut avoir dans d'autres matières, avec un enchevêtrement de dispositions où il suffira plus d'avoir le code du travail, c'est pas vrai, il faut avoir le code du travail, il faut avoir l'ANI, éventuellement l'accord d'entreprise, etc., etc. Et ça va peut-être nuire à la lisibilité de la norme sociale pour les entreprises. Là, on va rester dans cette même nébuleuse en terminant par les directives, parce que là c'est pareil, on va avoir des choses qui vont se... Parce que c'est vrai que le temps passe. Alors, les directives, 2 directives... C'est des projets, Alors, pour l'instant, c'est que des projets, elles n'ont pas été adoptées. Oui. Effectivement, Emmanuel a raison de le rappeler. Premier point, la directive salaire minimum adéquate. Alors, la bonne nouvelle, la réflexion que je me faisais en préparant cette intervention, c'est que très certainement, au vu des niveaux de rémunération de la grille bancaire en France, ce n'est pas forcément le projet de loi qui vous concernera le plus, parce que vous répondez aux différents concepts de la directive. C'est fixé par le biais de la négociation collective les minimums. Donc, prérogative donnée d'abord à la négociation collective et à défaut aux législateurs, ce qui revient un petit peu à la discussion qu'on avait il y a 10 secondes sur la répartition des compétences, où là encore, il ne faudrait pas que les uns décident et les autres dérogent, ou les autres diffèrent, ce qui a été décidé par les partenaires sociaux, ou rajoute effectivement. On doit prendre... Ouais, merci beaucoup. Voilà, et on doit prendre les mesures nécessaires pour
que la fixation et l'actualisation des salaires repose sur des critères conçus pour en promouvoir le caractère adéquat dans le but de garantir des conditions de travail et de vie décentes, la cohésion sociale et la convergence vers le haut. Deux observations. Première observation, la convergence vers le haut. Donc on est de ce fait-là clairement plus vers une politique inflationniste au niveau européen. Ce qui voudrait dire, et en tout cas c'est la logique qui est sous-tendue par cette directive, c'est que les pays avec les plus bas niveaux de salaire rejoignent, ou en tout cas convergent vers les pays avec les niveaux de salaire les plus importants. L'idée qui est derrière ça, c'est quoi? C'est d'éviter le gros mot de dumping social au sein de l'Union européenne et où on ait une certaine harmonisation qui soit faite de ce point de vue-là. Deuxième observation sur la notion de adéquate. Ce terme, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps. On ne parlait pas de rémunération, on parlait d'indemnisation adéquate. Où c'est le terme qui est utilisé pour challenger le barème Macron et pour challenger le montant d'indemnité qui est alloué, parce que le juge, en tout cas, se sert des textes européens pour considérer que l'indemnisation qui est allouée dans le cadre du barème Macron n'est pas adéquate pour réparer le préjudice qui est offert enfin, en tout cas qui est ressenti par le collaborateur. Donc, on voit toujours cette notion, ce qui veut dire qu'on peut peut-être s'attendre, en tout cas dans l'interprétation, à ce qu'il y ait une même interprétation qui soit faite des dispositions, voire on peut même s'attendre à ce que certaines organisations syndicales aillent contester les niveaux de salaire minimum qui seraient imposés dans un pays ou dans une zone donnée, au regard du fait que ça n'est pas un caractère adéquat en termes de vie décente au vu du coût de la vie dans certains États, ou dans certains pays, ou dans certaines zones, etc., etc. Donc en tout cas, ça va offrir quelques perspectives de contentieux nouvelles, parce qu'on a une notion qui est à définir. Vous avez ensuite sur le slide d'après les différents critères qui sont pris en compte pour mesurer ça, et un des critères, c'est le premier, c'est le pouvoir d'achat des salaires minimaux légaux. Ensuite, on a le niveau général et la répartition des salaires bruts, le taux de croissance des salaires bruts, l'évolution de la productivité de la main-d'œuvre, et un point qui est intéressant, qui est le renforcement des contrôles de l'inspection du travail. Alors, inspection du travail, vous me pardonnerez, l'appropriation du terme, c'est le terme français. Renforcement des contrôles par l'autorité de contrôle du travail, et en fonction du pays, chaque pays a sa propre autorité de contrôle. On peut donc envisager, espérer qu'on ait des contrôles dans les pays de sorte à s'assurer qu'on aille vers le respect de ce salaire adéquat. Seconde directive qui là, pour le coup, à mon avis, et en termes notamment de contentieux, j'y vois des perspectives très larges pour les plaideurs, et notamment en matière de preuves. Parce que, vous le savez, en matière de contentieux relatif à la discrimination, ou en matière de l'égalité professionnelle, ou en matière de discrimination, quelle qu'elle soit, et éventuellement même la discrimination syndicale, puisque là, on n'est plus dans une notion genrée d'égalité seulement, la transparence salariale, ça concerne toutes les causes. On peut imaginer qu'effectivement, il soit plus difficile pour certains salariés de faire la preuve de l'écart de rémunération qu'ils invoquent. C'est exactement l'objet de la directive, c'est de permettre aux travailleurs de faire valoir leur droit à l'égalité de rémunération. Ça va passer par quoi? Ça va passer par un ensemble de mesures contraignantes en matière de transparence des rémunérations. Ça veut dire, là encore, dans le même esprit que sur l'égalité professionnelle, comme on a vu tout à l'heure, dans l'esprit du name and shame, on va placer, pareil, dans un esprit de faisons table rase du passé et montrez-moi ce que vous gagnez. Trois catégories ou trois éléments dans lesquels la transparence des rémunérations va s'appliquer. Premièrement, pour les demandeurs d'emploi. Pour les demandeurs d'emploi, on va devoir, dans l'offre d'emploi qui est faite, on va devoir leur préciser le niveau de rémunération initiale ou la fourchette qui va correspondre, et on n'aura plus des offres d'emploi, on devrait prévoir d'offres d'emploi non rémunérées, ou en tout cas qui ne précisent pas le montant de la rémunération non renseignée, plutôt que rémunérée, pardon. Non renseignée. Le
le deuxième élément, c'est l'interdiction de demander des antécédents en matière de rémunération. Alors, pour le coup, c'est une pratique pour certains et ça dépend de la déontologie des uns ou des autres en matière de recrutement. Est-ce que je demande ou est-ce que je ne demande pas des éléments en matière de rémunération? En tout cas, la post-directive, si elle est adoptée, interdiction de demander des antécédents. Enfin, si elle est adoptée et si elle est transposée, parce que c'est encore cette étape-là. Pour les salariés, on va pouvoir indiquer les niveaux de rémunération individuels. On va devoir faire transparence sur les niveaux de rémunération individuels et sur les niveaux de rémunération moyens qui vont s'appliquer. Troisième catégorie, on rejoint encore l'égalité professionnelle sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans les entreprises de plus de 250 salariés. Là, pour le coup, avec les mesures qu'on a vues tout à l'heure, on aurait déjà respecté nos obligations, puisque publication des informations sur l'écart de rémunération et information sur l'écart de rémunération par catégorie de travailleurs accomplissant le même travail ou un travail de valeur égale. Là, vous l'avez compris, on a deux éléments qui sont repris dans l'index égalité professionnelle qui servent à mesurer l'index professionnel. Ce n'est donc pas l'élément le plus important qui pourra jouer. Autre possibilité qui est donnée, donc une fois qu'on a donné l'information, une fois qu'on a mis en avant l'égalité, l'inégalité ou l'écart de rémunération à combler, on va avoir un rôle actif qui va être donné au représentant du personnel pour conduire une possibilité de vérification, quasiment un droit de vérification, un peu comme l'URSSAF, on va leur donner, en disant s'il y a un écart de rémunération d'au moins 5% entre les femmes et les hommes, on va pouvoir demander des justifications à l'employeur et de justifier de façon objective de pourquoi est-ce qu'on a cette distinction et de justifier que ce n'est pas une distinction qui repose sur le sexe de l'un ou l'autre des salariés. Alors, est-ce que ça représente un vrai chamboule-tout en France? Ça, je ne suis pas certain, puisque les partenaires sociaux ont déjà cette possibilité que de solliciter, et notamment avec les éléments qui leur sont portés dans le cadre de la du BDES. En tout cas, ça vient renforcer la légitimité de ces demandes d'explication. Deuxième élément, les sanctions spécifiques en matière d'égalité de rémunération. Alors avec un point qui juridiquement va challenger et va porter question en France, le fait d'avoir un montant minimum d'amende, puisque vous le savez, en France, c'est l'inverse, le principe inverse qui est prévu, on a un montant maximum d'amende, et le juge peut toujours la réduire. Là, parce qu'on va être extrêmement dissuasif, on va essayer de mettre un montant minimum pour réduire les écarts de rémunération. Et une fois que la directive aura été adoptée, les États auront 2 ans pour pouvoir la transposer en droit interne. Donc là, pour le coup, on est sur 2 directives qui sont au stade du projet. Le calendrier sur la directive transparence salariale est plus avancé que sur celui du salaire adéquat. Mais en tout cas, on n'aura pas en France de traduction, certainement en 2023-2024, traduction concrète de ces directives. Mais c'est des sujets à suivre parce qu'ils vont, pour refaire le lien avec ce qu'on avait tout à l'heure, ils vont dans le sens véritablement de cette transparence et cette obligation de transparence qui s'impose à tous les acteurs en matière d'égalité professionnelle. Et ces projets vont... Oui, c'était pour compléter, ça va s'inscrire au 1er janvier 2002 dans la présidence française, puisqu'Emmanuel Macron va prendre la présidence française de l'Union européenne pour 6 mois, donc un semestre, au 1er janvier 2022, et il va avoir à cœur de faire avancer ces 2 projets de directive. Voilà. Donc on peut penser que ces projets de directive pourraient sortir au 1er, 2e semestre 2022, hein. Mais voilà, on aura une impulsion qui sera donnée par... une impulsion forte. Voilà, une impulsion forte par le président Macron, qui, à quelques mois des présidentielles, pourra aussi présenter un bilan européen fourni. Voilà. Donc on a ce contexte-là qui n'est pas forcément neutre. Hein. Exactement. Et donc, vraiment avoir à l'esprit, merci Maître Henri Guyot de cet exposé sur notre actualité. Ça a été très riche. Ça a été très riche. On a dépassé le temps un peu imparti, mais bon, c'est un peu la règle du jeu aussi. On essaiera d'être la prochaine fois encore plus concis au début pour pouvoir laisser plus de place aussi aux échanges sur l'actualité. En tout cas, merci beaucoup. Les slides, donc, comme je disais,
en début de réunion vont être transmis à tous les présents et nous aurons certainement l'occasion de vous revoir prochainement. Merci encore. Merci. Et je remercie évidemment toutes les personnes qui ont suivi et participé à ce CJS. Le prochain CJS, est-ce que nous avons la date de prévue, Noël, en tête? C'est mi-septembre. Voilà, en septembre, le 10, c'est ça? Mi-septembre. Mi-septembre, donc on vous précisera. Le 15? Bon, on vous précisera la date avec l'envoi des slides que nous avons vus aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Et merci. Au revoir. Merci, c'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci Henri.